on défend les retombées économiques. On nous dit, à terme, ce sera 1,5 milliard par année. L'investissement en vaut la peine. On va revenir dans notre argent. Quand vous êtes autour de la table du Conseil des ministres et que vous avez ce genre de décision à prendre, avez-vous des études devant vous? Puis ces études-là, elles sont basées sur quoi? C'est-à-dire que comment on calcule tout ça, Michel? C'est évident qu'Investissement Québec a fait des études, c'est sûr. C'est pas fait sur le coin des tables. C'est pas pour rien que les deux ministres disent que ça a pris plus de 2 ans de négociation. Alors là, il y a plusieurs phénomènes dans votre question, parce qu'on fait bien de mentionner qu'il y a eu, dès que le président Biden a annoncé son Reduction Inflation Act, ça a tout de suite, le Québec et le Canada se sont mis au travail, je suis convaincue de ça, pour analyser les répercussions de ça et en disant comment nous, on peut bénéficier de ça. C'est-à-dire comment nous, on va répondre à ça, qu'on va être proactif pour être certain qu'on a des entreprises qui fonctionnent, qui investissent au Canada et au Québec. Et là, notre hydroélectricité devient un avantage compétitif extrêmement important. Alors, c'est évident que tous ces gens-là ont fait ces études-là, ont développé les modèles. Maintenant, après ça, et c'est intéressant aussi d'écouter toute la structure financière de ça, parce qu'il y a des aspects bien importants là-dedans. Là, on comprend aujourd'hui qu'on va devenir aussi actionnaire de l'entreprise et actionnaire de la maison mère en Suède, pas des opérations qui vont se faire ici au Québec. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est une jeune pousse, cette entreprise-là, mais qui a déjà le vent dans les voiles en Suède, qui est déjà en bourse, et possiblement que d'ici quelques années, très à court terme, deviendra peut-être public aussi au Québec et au Canada. Donc, on devient actionnaire. Il y a là un effet de levier important. Je termine, Sébastien, en disant que ce qui peut nous rassurer par rapport au risque, c'est le fait que on se dirait, il y a des lois maintenant partout qui disent qu'en 2035, on va devoir acheter des véhicules électriques. Il y a déjà des autobus électriques, il y a des véhicules électriques à chaque année les ventes sont en croissance. Il y a même des motos électriques, il y a des motos marines électriques. Alors, des véhicules récréatifs, c'est le mot que je cherchais. Donc, la demande va être là, de toute évidence. Et ce qui est très, très attrayant, c'est que, contrairement à ce qu'on a vécu au Québec, c'est qu'on va extraire le minerai, mais on va le transformer. Rappelez-vous les débats sur l'aluminium, où on critiquait les gouvernements parce qu'on ne transformait pas l'aluminium et on exportait notre minerai. Là, on va extraire le minerai, on va le transformer et on va vraiment avoir toute la chaîne d'approvisionnement pour les batteries, pour les véhicules électriques. Donc, vous les croyez? Non, j'ai pas dit qu'il y avait vous pas de risque. Vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Non, on aurait passé d'une émission pour parler de tous les bémols et on a passé d'une émission pour parler de l'impact sur l'acceptabilité sociale, etc. Mais moi, je crois vraiment que ça peut être aussi structurant que la baie James, c'est-à-dire que c'est le monde entier qui se dirige vers les véhicules électriques. Donc, il faut qu'on soit là. OK, Françoise, vous voyez ça comment? Bien, je partage un petit peu l'optimisme de Michel et je pense que tous les Québécois, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez désespérer parce que c'est pas édifiant, parce que les gens regardent le montant brut. C'est certain que la social-démocrate en moi, les programmes sociaux, c'est important, mais les amis qui croyaient dans les programmes sociaux, il n'y a pas de programmes sociaux sans argent. Et je regarde la filière batterie, pour toutes les raisons mentionnées par Michel, ça m'inquiète beaucoup moins que la série C. Et le premier ministre du Québec s'est fait interroger là-dessus et celui du Canada. Mes parts dans Bombardier sont très significatives là-dessus, mais c'est drôle, j'ai un petit peu moins de crainte par rapport à la question des batteries. Je pense que l'explication de Pierre Fitzgibbon tient la route en ce qui me concerne. Mais ça, c'est vrai aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sera dans 25 ans, dans 30 ans? Où en sera la technologie? On le sait pas trop. Mais on le sait qu'on n'a pas le choix. On en aura besoin de ces batteries-là. Moi, comme Québécois, je vais vous dire, aujourd'hui, je suis fière de dire un peu ce que disait Michel, à savoir qu'on n'est pas juste
des gens qui extraient des ressources, parce qu'on est riche en ressources naturelles au Canada. Et la grande nationaliste que je suis, mon cœur se déchire chaque fois qu'on prend nos ressources puis on t'envoie ça en Chine. Puis après ça, ils nous les revendent, ces choses-là. Alors, cet aspect-là, je trouve ça extrêmement intéressant. Par contre, il ne faut pas entrer là-dedans les yeux fermés. Il va falloir que le gouvernement soit transparent. J'écoutais un reportage pendant l'émission spéciale de Julie et on nous disait comment ils ont fonctionné, je pense, en Suède et comment la municipalité était partie prenante. Bien, il va falloir qu'on fasse ça ici. On est peut-être déjà un peu en retard. Et s'il nous manque de personnel, les amis, bien, il faudrait peut-être qu'on ait des programmes dans les collèges déjà orientés à avoir une vision un petit peu plus loin que le bout de notre nez pour qu'on soit prêt à accueillir et à devenir, que cette compagnie-là soit performante. Pourquoi? Parce que ça va être pour tout notre bénéfice à beaucoup d'égards, que ce soit ceux qui y travaillent, ceux qui ont des commerces autour. La Ville de Montréal qui va avoir le siège social nord-américain. C'est quand même... C'est pas rien, là. D'accord. Est-ce qu'il faut de l'acceptabilité sociale, Dimitri? Il y a un mouvement de citoyens à McMasterville qui dit on n'est pas tout à fait content que ça vienne s'installer, on demande plus d'informations. Est-ce qu'il devrait y avoir un référendum ou on avance coûte que coûte avec cette entreprise? Un référendum sur quoi, Sébastien? Sur l'implantation de l'usine? Je pense que le référendum s'appelle des élections et les gens choisissent leurs représentants pour décider. Qui peut être contre un projet qui crée des emplois, des bénéfices économiques et la protection environnementale? Pour moi, aujourd'hui, cette annonce confirme une chose. Il y aura un nouveau barrage hydroélectrique. Et j'espère que j'espère que Gull Island va fonctionner parce que le défi principal, c'est l'approvisionnement en hydroélectricité, mais aussi en matières premières. On a besoin d'exploiter des mines. N'est-ce pas, Sébastien? Parce que c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, quand on regarde les démarches, par exemple, au mois d'avril, où Mme Freeland s'est rendue à Terre-Neuve et Labrador, souvenez-vous, fin du mois d'avril, pour aller à l'usine Nickel Vale à Terre-Neuve. C'est cette usine-là qui va approvisionner l'usine qui va être construite ici. Ensuite, au mois de mai-juin, je pense qu'elle était en Suède pour rencontrer... Et finalement, sur cet enjeu, l'acceptabilité sociale, on parle de l'acceptabilité sociale sur le logement, on parle de l'acceptabilité sociale sur un paquet de choses, mais on doit aussi avoir une part de responsabilité de bien expliquer ce projet à la population. Et encore une fois, bénéfices économiques, protection environnementale, c'est un beau pari. René Lévesque parlait d'un beau risque. Je pense que c'est un très beau pari parce qu'encore une fois, comme l'a dit M. Legault... C'est un pari qui coûte cher. Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit quand on a commencé à construire des barrages hydroélectriques. Ça coûte cher. Mais pour une fois, ça coûte cher avec des retombées qui peuvent être là pour 10, 40, 50 années. Et ne devenons pas Terre-Neuve en disant « Ah non, nous, on ne veut pas faire partie du risque. » Mais là, on va recevoir 0,0003% des bénéfices. Parlant d'acceptabilité sociale, je ne sais pas si vous avez noté dans la conférence de presse, mais les dirigeants de l'entreprise ont dit on va faire des journées portes ouvertes. On va aller à la rencontre des citoyens le 4 et 5 octobre. Donc, il y a cette volonté, je présume, de pousser ou de d'accueillir la communauté. Pardon? D'accueillir la communauté? Oui. Oui, c'est ça. De parler avec les gens de la communauté. OK. Jean-François puis Michel. Jean-François. Je veux juste revenir sur ce qu'a dit un des représentants de Northvolt en disant le Québec et le Canada ont créé un niveau comparable avec les subventions américaines et ça, c'était essentiel. Ça veut dire que si on n'avait pas le même niveau de subvention ou à peu près, il serait aux États-Unis. Ça, c'est certain. Exact. Et ensuite, on a des avantages comparatifs. Alors, ça me rappelle une fois où j'étais avec la première ministre Pauline Marois, ça devait être en 2013, du début 2014. On était à New York, dans le bureau d'un des hommes les plus riches au monde, le président de Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs a
une entreprise, enfin une filiale à Montréal de traitement des données. Et il n'arrêtait pas de nous dire comment, au début, il était censé avoir une centaine d'employés, mais les gens étaient tellement contents, les cadres de New York, quand ils allaient là, étaient tellement contents d'y aller qu'ils ont augmenté, ils ont augmenté, ils ont augmenté. Et puis, les talents, puis la vie de Montréal, puis tout ça. Bon. Et puis, je ne sais pas qui pose la question, le niveau de subvention. Ah, il dit, c'est sûr, si vous arrêtez les subventions, on part en Inde. C'était certain, là. Il n'y avait aucun des avantages comparatifs de Montréal qui allait l'empêcher de déménager en Inde si on n'avait pas le niveau de subvention. Donc, l'argent parle. Alors, ça vous montre quand même le calcul économique froid à la base. Là, t'sais. Ensuite, c'est du glaçage. OK. Michel. Je veux juste revenir sur l'acceptabilité sociale. Le danger qui guette les municipalités concernées, les populations concernées, c'est la rapidité. C'est la rapidité avec laquelle on voit que ces ministres et premiers ministres et même les dirigeants de Northvolt veulent aller parce que tout le montage financier est basé sur, au niveau des opérations sur la capacité de produire. 2027, la première batterie 2027. Et c'est là, je dis juste le danger parce que le succès pour la grande région, c'est une bonne planification. Et ça va toucher beaucoup l'aménagement du territoire et la population va dire comment on va préserver notre qualité de vie à travers cet envahissement de territoire et cet envahissement du nombre d'employés. Alors, je souhaite sincèrement que tous ces gens-là vont pouvoir oui, avec l'entreprise, très important que la population participe avec l'entreprise, mais qu'il y ait effectivement rapidement des structures de communication et de planification pour s'assurer qu'il y aura même un bénéfice pour les populations actuelles et améliorer la qualité de vie sans avoir des nuisances qui soient plus grandes que le bénéfice. Donc, devoir de pédagogie de la compagnie et du gouvernement, c'est ça? Énorme. Et de planification. Et de planification. Ben oui, logement, école, c'est un bon point, ça, François, parce qu'il y a du monde qui va arriver, jusqu'à 3000 employés à terme. OK, Dimitri, rapidement en conclusion. Rapidement en conclusion, il faut aussi agir rapidement parce que si le prochain bloc était sur les changements climatiques, on dirait qu'il faut agir hier. Donc, on ne peut pas, d'un côté du débat, dire on doit prendre son temps et de l'autre côté du débat, dire on doit agir tout de suite. Dernière chose que je vais dire, que le président mon Dieu, j'oublie le nom de la compagnie, Northvolt, n'a pas dit, puis Jean-François ne va pas aimer ce que je vais dire, c'est il y avait 6 villes en Amérique du Nord qui compétitionnaient pour avoir Northvolt. Et finalement, c'est le Québec qui l'a eu. Ce n'est même pas Toronto. Un autre élément que je suis certain ils ont calculé, c'est le fait que... Pourquoi Jean-François n'aimerait pas ça? Oui, je suis question. Pour l'instant, j'aime ça. Parce que je vais conclure en disant qu'il y a une paix, il n'y a aucune inquiétude des entreprises étrangères que le Québec devienne un pays souverain et qu'il y a une déchirure entre le Canada et le Québec. Donc, cette stabilité qui est amenée dans notre débat politique... La Suède est un pays souverain. Oui, je sais, mais un des éléments qu'on se dit, c'est depuis les années 70, les entreprises étrangères avaient des défis et n'étaient pas certaines de vouloir venir au Québec à cause du débat sur l'avenir du Québec. Donc, je dirais que ça a pesé probablement dans la balance aussi. Et on peut terminer en disant qu'il a été dit ce matin que l'Ontario n'était pas dans le dossier à cause de Volkswagen et Stellantis. Alors, le gouvernement fédéral n'aurait pas subventionné l'installation de Northvolt en Ontario. Il fallait qu'il y ait un certain équilibre avec le Québec. Voilà. Puis M. Trudeau, je pense, a parlé de l'accès à l'énergie qui est important, le talent aussi, la stabilité politique. Il en a parlé, Dimitri. Il aurait pu ajouter les bidous aussi que les gouvernements allongent sur la table, mais évidemment, ça fait partie de l'équation, c'est sûr. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.